Bonjour Emmanuel Todd. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir, accepté notre invitation et de venir parler sur Fréquence Populaire. Bah non, merci à vous, hein, je suis très content d'être là. Nous aussi, voilà, c'est une nouvelle émission et nous souhaitions, vous inviter pour, parler de l'actualité, mais avec votre regard, particulier et votre méthode, qui consiste à prendre en compte l'histoire longue des choses. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? S'il vous plaît. Ah, c'est-à-dire, oui, c'est-à-dire, les gens me connaissent pour des interventions sur l'histoire immédiate ou pour des études de prospective. Je ne suis pas certain qu'ils se rendent compte à quel point, quand je fais ça, je suis simplement en train d'appliquer à l'histoire immédiate, à l'histoire du présent, et à ce qu'on peut envisager de l'avenir, les techniques d'analyse que j'ai appris quand j'étais étudiant. Alors, C'est-à-dire? je suis considéré comme un rebelle intellectuel, mais les gens ne voient pas mon niveau de conformisme incroyable sur le plan méthodologique. Donc, par exemple, les variables. Donc, moi, je m'intéresse à l'histoire de la longue durée, ce qui permet de définir des tendances des sociétés qui échappent finalement au comportement des dirigeants. Donc, par exemple, là, tout le monde s'intéresse, que va faire Trump, que va faire Trump. Moi, je suis dans les tendances longues de l'histoire américaine récente et le déclin des États-Unis, où les gens sur la guerre d'Ukraine, qu'est-ce qui se passe sur le front, que dit Zelensky, Poutine est ignoble, et moi, je suis sur des études de rapport de force entre les États-Unis et la Russie. Mais alors d'abord, une première chose, c'est que l'école des annales, dont je pense être l'un des derniers représentants, puisque c'est une école qui a décliné en France, qui n'est plus l'école historique dominante, avait quand même pour principe de ne pas s'intéresser aux grands hommes, Mmh. c'est-à-dire de chercher des forces profondes. Et donc, l'école des annales n'aurait pas pris Napoléon complètement au sérieux, ni Louis XIV. Et donc, moi, bah, je ne prends pas Trump complètement au sérieux. Je ne prends pas Poutine complètement au sérieux, sur un plan méthodologique, en fait, aussi. Alors, il y a les forces profondes, c'est les populations, en fait. C'est Mmh. assez démocratique, en fait, comme vision de l'histoire, puisqu'on s'intéresse à la totalité de la population. Mais les variables que j'étudie, ce n'est pas des variables que j'ai inventées ou que j'ai découvert. C'est ce sur quoi j'ai appris à travailler quand j'étais étudiant, parce que c'est ce qui se faisait. Mmh. Donc, par exemple, au plus profond, les structures familiales, différentes selon les pays. Bon, bah, j'ai fait ma thèse avec un Anglais, Peter Laslett, qui était le pape de l'étude des structures familiales traditionnelles. Mmh. L'interaction famille-idéologie. Bon, ça, c'est vrai que j'en ai fait une grosse théorie, mais dont j'ai trouvé la source dans le travail d'Alan Macfarlane, qui a été mon examinateur de thèse à Cambridge. C'était des gens qui étaient raccordés à l'école des annales, d'une certaine manière, très en interaction avec les Français. Bon, l'histoire religieuse, l'importance de la religion, ben, c'était aussi des choses qu'on étudiait. Donc il y avait Chonu, Vauvel, des historiens, les papes de mon époque, qui s'intéressaient aux dynamiques religieuses, que ce soit le protestantisme dans un cas ou la déchristianisation dans l'autre. Les variables éducatives. Donc, moi, j'étudie des trucs de stratification éducative, de dynamique éducative. Mais il y avait le grand bouquin de Furet et Ozouf sur l'alphabétisation des Français, qui Mmh. était l'un de mes livres de chevet. Ou alors un peu décalé, un Italien, Cipolla, qui avait écrit un petit bouquin qui s'appelait Literacy and Development in the West, qui est l'une de mes bibles. Mmh. Voilà, donc voilà, j'ai appris ça. Et puis au-dessus, il y avait l'histoire politique, comme on en faisait, certainement, et, et l'économie, en fait. Mmh. L'économie, je suis un type normal, je sais bien qu'il faut manger, et qu'il faut gagner sa vie. Et donc, alors, mais par contre, l'économie euh, que je fais ou que j'utilise est très certainement influencée par la façon dont on regarde les économies du XVIIe ou du XVIIIe siècle. C'est-à-dire de façon assez réaliste, Oui. puisque les questions à l'époque, c'était à savoir si les gens mouraient de faim ou non.
Et donc, je vais m'intéresser plutôt qu'au produit intérieur brut, dont je pense démontrer dans mon dernier bouquin qui n'a aucun Oui, vous sens. parlez de dégonflement, en fait, Oui, 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 c'est ça. Enfin, je me pose la question, pourquoi est-ce que la Russie, avec 3% du PIB occidental, arrive à produire plus d'obus 155 oui. que tous les autres C'est réunis? c'est Mais comme ça, c'est quand une on dit que vision. l'énergie ne représente que, un tout petit pourcentage du PIB. Voilà, c'est ça. Et donc, mais ça, c'est ce que va faire un type qui a travaillé sur les cycles agraires et les famines, en fait, Ouais, parce qu'on est dans, je dirais, dans, ouais, donc c'est dans la quelque chose de réalité. très Et donc, empirique. en fait, et donc, c'est très empirique, très réel. Et puis, alors, la démographie, moi, c'est comme ça que je suis entré dans la recherche, par la démographie historique. Alors, quand même, toujours cette idée que les variables démographiques, les taux de mortalité ou les taux de natalité sont des variables qu'on ne peut pas falsifier. Oui. C'est-à-dire, honnêtement, un PIB, c'est des valeurs ajoutées additionnées. Les valeurs ajoutées, c'est des prix. Et donc, euh, Alfred Sauvy, qui est le fondateur de l'Institut national d'études démographiques, avait écrit spécifiquement que les variables démographiques, il était économiste aussi, Mmh. étaient beaucoup plus solides que les variables économiques. Et donc, je privilégie toujours, et donc je vais utiliser la hausse du taux de mortalité infantile pour, euh, euh, pour étudier la dynamique d'une société de préférence Mmh. à, au Ce qui vous produit. avait permis de prédire, la chute de l'URSS, Tout à fait, et le retard actuel des États-Unis, en fait. voilà. Donc C'est, ça, voilà, et donc, mais je n'ai inventé aucune de ces variables. Je mmh. n'ai aucune originalité. Vous voyez, c'est le. Peut-être je suis comme, vous savez, comme on dit, les montres arrêtées sont à l'heure 2 fois par jour. Donc peut-être je suis méthodologiquement une montre arrêtée, mais je dirais, puis je suis avant tout, et pour des raisons personnelles et familiales, un élève d'Emmanuel Leroy-Ladurie, qui m'a offert mon premier livre d'histoire quand j'avais 10 ans, et qui était le plus grand des historiens de la période. Lui, il a travaillé sur tout, hein, et y compris l'histoire du climat. Donc Mmh. c'était. euh, et donc simplement, je dirais deux choses. C'est que j'applique ces méthodes que j'ai apprises pour les 17e et 18e siècles, je les applique au présent, ça marche super bien. Donc, ça m'a mis en possession d'un outil méthodologique en situation, pas de monopole, mais presque ou d'oligopole, je ne sais pas dire. C'est un avantage technique sur la concurrence dans l'interprétation. Et puis, c'est un hommage à mes maîtres, parce que ça montre qu'ils avaient raison, puisque ça marche. Oui. Donc Ouais. voilà, donc ça donne ce point de vue un peu décalé, Mmh. euh, qui permet aussi de ne pas lire les journaux tous les jours, parce qu'il ne se passe pas un truc important tous les jours. Mmh. Important tous les jours. Ouais, quand il y a des tendances longues, comme ça, On effectivement. peut- OK, et bien, donc ce premier épisode va être centré sur les États-Unis. Vous parlez beaucoup, donc c'est un peu le sujet de votre dernier livre, La défaite de l'Occident, avec vous avez 3 chapitres sur ce pays. À quelques jours, de l'intronisation, de Donald Trump pour son deuxième mandat, est-ce que vous avez, comment est-ce que vous définiriez justement la tendance longue de la position des États-Unis? c'est une chose qui est très drôle, c'est que en ce moment, le monde bruit des proclamations agressives, impériales, dit-on, dans la presse aujourd'hui, de Trump. Au moment où on se parle, il vient de se proposer d'annexer le Groenland, le Canada, de reconquérir le canal de Panama, en s'attaquant d'ailleurs à tous ses alliés les plus proches, Oui. ce qui est un peu curieux quand même. Mais les gens, tout le monde, interprète ça comme la puissance de Trump. J'ai vu en passant dans la rue, sur les kiosques, des affiches qui sont le sommet du ridicule, une publicité pour le journal Challenge, Ah. qui est, qui est d'ailleurs
honnêtement l'un des plus mauvais de la presse française, donc je ne suis pas déçu, où on voit Trump qui joue avec un globe sur le doigt, genre le maître du monde, qui fait tourner la planète Oui, sur son index, etc. référence à Charlie Chaplin peut-être? Ah bah oui, bah, vous avez une culture que... Ah bah, merci, enfin, j'avais pas compris, honnêtement, j'avais pas compris. Mais c'est bien, donc J'ai pas vu la Voilà. la couverture. Et, et donc voilà. Alors, c'est vrai que Trump a été d'une efficacité spectaculaire pour conquérir la présidence américaine. Mais la réalité du monde dans lequel arrive Trump, bah, c'est un monde dans lequel l'Amérique est en train de subir la plus grande humiliation de son histoire, c'est être vaincu par la Russie, qui lui a jeté le gant, en fait, avec l'invasion de l'Ukraine. Et c'est une défaite qui, euh, comment dire, le militaire est secondaire. Je veux dire, les Ukrainiens se sont battus, ou se battent encore avec un courage tout à fait admirable. Mais leur défaite vient simplement de deux choses. D'abord, de ce que les États-Unis n'ont pas été capables de fournir à l'armée ukrainienne le matériel dont elle avait besoin, et que la Russie a été capable de produire en masse, et de façon encore plus importante, et ça, la claque est pour l'ensemble du clan occidental. Le camp occidental était ivre de sa puissance financière et de contrôle de l'économie, a pris un régime de sanctions contre la Russie qui était censé mettre l'économie russe au tapis et qui a complètement échoué. Mmh. C'est-à-dire que l'Amérique elle-même n'a pas trop souffert des sanctions, mais les sanctions sont en train de mettre à genoux l'économie européenne, alors qu'elles ont permis à l'économie russe de se redéfinir dans un cadre je dirais, de reconversion protégée de l'économie, avec un rôle de l'État. Donc la Russie a un taux de croissance tout à fait satisfaisant, l'Europe est en stagnation, mais c'est une défaite majeure pour les États-Unis. Donc c'est la fin, en fait, c'est la fin de leur contrôle du monde. Et Trump, il arrive, il est victorieux dans l'élection présidentielle américaine, mais il arrive comme président d'un pays vaincu et qui va devoir digérer cette défaite, en fait. Mmh. Donc Ouais. c'est comme ça, ça c'est l'attitude école des annales sur l'arrivée de... Et encore une fois, pour un historien de ma génération, je ne dis rien d'original. Pour moi, ce qui est vraiment bizarre, c'est la capacité de la presse occidentale à ne pas entrer dans ces variables historiques, réelles, profondes, à ne plus voir que la guerre, c'est l'affrontement de forces économiques. Oui. Voilà. Est-ce que vous pensez que l'évolution des indicateurs démographiques aux États-Unis a joué un rôle, par exemple? C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire que si on entre par les indicateurs démographiques, on peut tout de suite. Alors là, honnêtement, quand on ouvre les postes de télévision, euh, que ne regardent plus que les retraités et les dirigeants, en fait, actuellement, dans l'état actuel du système d'information, ben, les gens parlent de l'expansion de l'économie américaine, de taux de croissance, de création d'emplois, une vision très triomphaliste. Alors là, ça s'appuie sur les indicateurs. Par rapport à la situation européenne aussi? Par rapport, oui, mais justement, il faut rester par rapport à la situation européenne. C'est-à-dire parce que bon, la réalité démographique, par exemple, c'est que les Américains maintenant ont 5 ans de retard d'espérance de vie sur les Européens. Oui, c'est C'est qu'en vrai. fait, la vérité, c'est que c'est l'Europe, pour un démographe, l'Europe est plus développée que les États-Unis. Oui. C'est-à-dire, et si on regarde les taux de mortalité infantile, je ne sais plus, la dernière fois que j'ai regardé la mortalité infantile américaine, ils étaient au 20e rang des pays développés, très supérieurs à tous les pays d'Europe, maintenant supérieurs à la Russie et à la Biélorussie. Mmh. Et surtout, depuis que j'ai écrit mon livre, c'est triste pour les États-Unis, mais moi j'étais content quand même en tant que chercheur,
Jusque-là, ils étaient simplement en retard dans la baisse de la mortalité infantile. Mais à partir de 2022, elle a commencé à remonter aux États-Unis. Ah. Donc en fait, toutes les histoires de redémarrage, et donc là, il y a bien d'autres indicateurs, peut-être on va parler des problèmes des États-Unis, mais l'entrée démographique permet déjà de nettoyer le terrain intellectuel Mmh. et de voir que beaucoup de gens racontent n'importe quoi sur la dynamique américaine. Ouais. C'est-à-dire, oui, quand on creuse, Ouais. ça OK, et est-ce que vous pensez aussi que les indicateurs économiques, ont pu jouer un rôle, Bah, la structure économique, alors des là, États-Unis bah, peut-être? c'est-à-dire que il y a une, comment dire, dès qu'on sort du produit intérieur brut, on a une foultitude. Quand on regarde de quoi il est fait en fait, Bah, aussi. quand on regarde des secteurs, alors bon, le plus simple, c'est d'aller au commerce extérieur sur les biens. Et là, on voit une énorme dépendance au commerce extérieur qui s'accentue en fait. Alors, quand on regarde le pourcentage de, de ce ce que représente le déficit commercial américain en pourcentage du produit intérieur brut, on a l'impression d'une stabilité. Mais comme le déficit, il porte sur des biens qui sont des choses réelles et que le PIB est bidon, Ouais. en fait, ça masque le fait que la dépendance, je veux dire, ça croît sans cesse. Mais on peut aller aussi, alors plus profond, voir l'industrie de l'industrie, c'est les machines-outils. Oui. Hein. Donc, dans les années 2020, le marché mondial de la machine-outil, c'était 30% pour la Chine, 13% pour le Japon, 13% pour l'Allemagne. Je crois que les États-Unis sont à 9%. Ils font à peine mieux que l'Italie, qui est à 8%. J'ose pas parler de la France parce que c'est Mmh. encore plus triste. Mais là, on est dans un secteur plus réel. Et puis, si on est dans l'esprit École des Annales, on s'intéresse aux populations. Plus j'y pense, plus je me rends compte que l'École des Annales était aussi le produit intellectuel d'une époque démocratique, où on s'intéressait au peuple, aux gens Oui. ordinaires et à leurs compétences. Là, on revient dans une histoire des élites, mais ça, c'est parce que on est dans une dérive antidémocratique. Et Ouais. donc, l'évolution de l'histoire reflète ça. Mais comment dire, donc on va aux populations actives. Et puis, bah, c'est ce que j'avais remarqué dans mon bouquin. Pour moi, ça avait été un moment décisif dans la recherche. C'est quand je me suis aperçu que pour la population américaine, c'est 2,3 fois la population russe. Et malgré ça, la Russie produit plus d'ingénieurs. Ouais, il y a une désertion un peu de ces secteurs, aussi, Bah, parce c'est-à-dire qu'il y que a les des Américains, ils préfèrent délocalisations. faire des études de finance, de droit, ce qui rapporte de Ouais. l'argent. Et les Russes gardent une culture industrielle, la fabrication des choses. Ils sont totalement coulés sur le plan de la fabrication des machines-outils, les Russes. Mais ils se posent des questions, ils vont revenir, en fait, sans doute, dans ce domaine. Alors, quand on dit ingénieur, c'est pour faire court, parce qu'il y a les techniciens, il y a les ouvriers qualifiés, et là, on voit que bah, les États-Unis n'ont juste pas les moyens. Et, euh, et ce genre d'indicateur, là, j'en ai presque assez dit pour prédire l'échec de la politique économique de Trump, Ouais. si ça vous intéresse. Oui, oui, bien sûr, hein, bien sûr, bien sûr. Bah, on peut peut-être, faire un petit bilan de son premier mandat, Mhm. où effectivement qui s'est caractérisé par, du protectionnisme. Mhm. Voilà, il a abandonné le TAFTA qui était en et puis, taxé beaucoup les importations, surtout chinoises, mais aussi européennes. Il a beaucoup parlé de lutte contre l'immigration. Après, quand on a regardé les résultats, apparemment, c'était beaucoup, un peu des effets de des effets de manche, et puis beaucoup de dérégulation financière, environnementale,
beaucoup de dérégulation, fiscale en fait, de cadeaux un peu, Mmh. aux Américains les plus riches. Hem, un certain, commençage de démantèlement un peu de protection sociale, hein, et voilà. En sociétal, effectivement, il a nommé des juges conservateurs à la Cour suprême, ce qui a eu, des répercussions sur, l'IVG, et cetera. Et il avait aussi un grand, enfin, pendant sa campagne, il parlait beaucoup de la lutte contre la corruption et cetera, mais au final, il y a quand même eu énormément de, toujours beaucoup de lobbying, des conflits d'intérêts, y compris avec ses propres, affaires, en fait, personnelles et celles de sa famille. Et en politique étrangère, il avait un discours très, justement de ne pas se dépenser en guerre, étrangère et cetera, mais il a quand même envoyé beaucoup d'armes à l'Ukraine, hein. Mmh. Il avait envoyé, t pour 39 milliards d'armes, au début de son mandat. Il s'est retraité du traité, contre les armes nucléaires, voilà, il avait pris des sanctions contre la construction de Nord Stream, voilà. En Iran, il a eu une politique, très, très dure, voilà, avec le retrait de l'accord sur le nucléaire civil. Hem, voilà Oui, donc en fait, en extérieur, il était moins militariste, mais tout à fait impérial. En fait oui, finalement, en fait, sur effectivement, Nord Stream, sur l'Iran, il était bien dans une posture impériale américaine classique, mais moins dans l'instrument militaire. voilà. Et c'est vrai que, bah, là, on voit effectivement pour ce deuxième mandat, il commence assez fort effectivement avec ses déclarations, Oui, voilà, contre ses alliés. Il y a déjà énormément de protestations contre ouais, les tentatives d'ingérence, protestations plutôt justifiées. ouais. Voilà donc Mais ça, pour ce qui concerne enfin, pour moi, alors, d'abord, moi, je pense qu'on est, si on veut comprendre ce qui se passe, et ce que fait Trump, il faut cesser d'être narcissique et de toujours voir que tout ça se passe dans le contexte d'une défaite du camp occidental, heu, d'une sorte de retraite de Russie. mmh mh. Le parallèle avec Napoléon devient de plus en plus, manifeste, en fait, et que l'ombre des BRICS et d'un monde qui se réorganise, sans les États-Unis, heu est de plus en plus, encerclante, si on peut dire, pour les États-Unis. L'Indonésie, Oui, peuplée des pays vient musulmans, de vient de rentrer dans les d'annoncer, BRICS, et le monde entier maintenant, regarde, dans la majorité globale, hein, comme disent les Russes, heu, regarde, les soubresauts du camp occidental. Et alors alors, en fait, là, on est pris dans un déluge, de nouvelles stupéfiantes. Je ne sais pas comment dire. oui, oui. Je veux dire, entre Trump qui veut, annexer son étranger proche, finalement, comme on disait autrefois pour les Russes, Oui, heu, Elon Musk qui intervient dans les politiques, allemandes, et cetera, sur des positions d'extrême droite. Alors, il y a des gens qui cherchent une cohérence. Je vois bien, qui cherchent, mais avant de chercher une cohérence, il faut voir que tout ça intervient dans un contexte de défaite et de dislocation interne, je dirais, du camp occidental. Du camp occidental. L'une des choses quand même pour que j'aimerais dire, ouais, j'aimerais juger la politique économique de Trump, mmh mh. avec votre accord. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est que, c'est intéressant le résumé que vous avez fait de ces attitudes parce que, il y avait le protectionnisme, et puis il y avait les mesures de Le dérégulation, protectionnisme a été et conservé bien sûr, non, mais les par gens, Biden après. et ça, les gens, je me souviens quand les gens en parlaient, ils avaient l'air de considérer que toutes ces choses étaient contradictoires. Parce qu'ils pensaient que le protectionnisme, c'était du dirigisme et que la dérégulation, c'était le contraire. En fait, non, hein. Moi, j'ai travaillé, j'avais même fait republier le classique du protectionnisme de Friedrich List, Mmh mh.
cet auteur allemand, finalement de la première moitié du 19e siècle, au système national d'économie politique, le protectionnisme est une variante du libéralisme économique. C'est-à-dire l'idée du protectionnisme, c'est on met des barrières tarifaires ou autres sur les biens aux frontières, mais à l'intérieur, il y a une économie libérale, Mmh. euh, avec possiblement une intervention de l'État pour développer des industries nouvelles. Mais c'est fondamentalement libéral et il n'y a pas de contradiction. Et puis en plus, le protectionnisme de liste approuve la liberté de circulation du capital et des hommes. Donc il n'y a pas de lien entre... Ouais, c'est donc juste les marchandises. c'est juste les Ouais. marchandises en fait, et le pays qui se protège doit se protéger contre les marchandises, mais attirer des gens qualifiés Mmh. et attirer du capital. C'est l'histoire des États-Unis, en fait. Ouais. C'est comme ça qu'ils se sont développés. Alors, donc, c'était pas absurde, l'immigration, aussi un peu pour autre chose, mais c'est pas aussi absurde qu'on croit. Mais moi, je crois qu'on peut prédire. Bon, d'abord, ce qui est frappant, le processus, ça va quand même un peu commencer sous Obama, ça n'a pas été abordé par Biden. Mmh. C'est une tendance lourde Oui. de l'histoire américaine, ça inquiète énormément les Européens. Alors, c'est d'ailleurs extrêmement drôle de voir les Européens ou les Occidentaux qui maintenant en termes d'importation, les États-Unis dépendent encore plus, quand on regarde leur déséquilibre commercial, ils dépendent encore plus de leurs alliés occidentaux Mmh. que de la Chine. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, on subventionne. Ils produisent des dollars Ouais. avec lesquels ils achètent des trucs sans contrepartie matérielle. Et donc, en fait, on Du les fait du nourrit. statut du dollar, Voilà, particulier, en fait, voilà. Donc, on les nourrit et, et tous les Européens sont complètement effrayés à l'idée qu'on pourrait leur interdire de nourrir les Américains. Je veux dire, c'est presque comme si on avait une mentalité d'esclave, en fait. Comment notre maître ne veut plus de notre travail? C'est vraiment, c'est vraiment affreux. Euh, alors, moi, je pense que euh, en fait, ça n'a pas marché. C'est-à-dire, toutes ces politiques protectionnistes, de toute façon, tous les indicateurs de tendance sur la société américaine ne sont pas affectés par les différents présidents. C'est-à-dire, la hausse des inégalités internes aux États-Unis s'est poursuivie. ouais. Une politique protectionniste efficace aurait dû la réduire en faisant augmenter les salaires ouvriers, Il y a les quand même salaires... eu, sous Biden, beaucoup de grèves, qui ont eu du Oui, succès, en fait. oui, mais en fait, quand on regarde les tendances, c'est le... Bon, voilà. Et le problème fondamental, c'est que la théorie du protectionnisme de List, très grand auteur, hein, c'est que euh, moi, je suis assez protectionniste, hein. On m'avait traité de... Je me souviens d'un journaliste idiot à France Culture qui m'a dit, mais vous voulez transformer Anigna, vous voulez le modèle de la Corée du Nord, parce que lui ne savait pas que le protectionnisme était une doctrine libérale, en fait. Bon, mais en fait, la condition de base du protectionnisme, c'est on est dans un pays qui n'a pas assez d'industrie, mais qui a la population active qui permettrait d'animer cette industrie. Et c'est ça qui manque aux C'est ça qui États-Unis. manque, Et c'est tout à fait explicite dans les rapports. Ils se plaignent de ne pas avoir les ingénieurs, les ouvriers, ah ouais. les techniciens qu'il faudrait pour profiter. Donc en fait, quand Trump menace tout le monde d'élever des droits de douane massifs, tout ce qu'il pourrait produire, vu l'état de dépendance des États-Unis, c'est de l'inflation ou des pénuries, Ah en ouais. fait, en interne. Et donc, ça ne peut qu'échouer. Donc, c'est juste, c'est ficelé. Alors, et puis sur les... Et d'où la querelle, récente, en fait, sur les visas HB1, oui, là, voilà, très exactement. utilisés pour, faire Voilà, venir, voilà. normalement des travailleurs qualifiés, Ouais. surtout justement dans le domaine, des technologies, de l'ingénierie, tout ça. En fait, ils dépendent énormément de la Chine, de l'Inde, voilà, Oui. c'est Et là, ça c'est assez emblématique. Mais là, on ne pense qu'à la Silicon Valley et aux ouais. Indiens. Et, mais en fait, le problème,
c'est que c'est vrai pour toute la masse des travailleurs industriels à tous les niveaux. Moi, je me souviens, avec une amie japonaise, on avait parcouru la côte du Tohoku, en 2011, après le Mhm. tsunami, et elle avait interviewé un chef d'entreprise japonais qui était très fier d'être un sous-traitant de Toyota, qui était un indicateur de qualité, Ouais. et le type avait expliqué qu'il avait, à l'époque, on était déjà en 2011, bah, qu'il avait établi une filiale aux États-Unis, puis qu'en fait, les ouvriers américains travaillaient tellement mal, étaient tellement peu autonomes, et tellement qu'il avait dû fermer. Ah oui. Le problème, c'est la population active quand même dans une économie. Et ça n'a pas changé parce que le niveau éducatif américain baisse, et puis parce que pour les gens très intelligents, il faut toujours faire des études de droit. En fait, le problème du protectionnisme américain, c'est que ce qui entre en concurrence avec l'industrie américaine, c'est pas seulement les industries étrangères. C'est c'est que la vraie production des États-Unis, c'est le dollar. Ouais. S'ils produisent de la monnaie. Et donc, Ouais. si on veut avoir un métier bien payé aux États-Unis, il faut être près de la source du système bancaire Ah qui oui. fabrique la monnaie. Et, et ça, en fait, on a eu la preuve que, en fait, la chute du dollar serait une précondition du redémarrage américain. Et, et ça, on a eu la preuve que Trump l'avait pas compris. Oui. Après 15 ans, après le sommet des Oui, BRICS à quand il 15 a ans. menacé Mais les pays qui abandonneraient le dollar comme monnaie voilà, de transaction, d'augmenter les droits de douane. voilà. Et ça veut dire qu'il n'a pas compris, en fait. En Oui, parce fait, qu'en fait, il faut choisir un petit peu. bah, Voilà. c'est l'industrie ou le dollar. Ouais. Donc c'est vraiment. Moi, je ne savais pas, en fait, parce que honnêtement, le cerveau de Trump m'est assez opaque. Enfin, je ne Ouais. sais pas vraiment comment il pense, ce garçon. Pour moi, l'instinct protectionniste est un bon instinct. Quand on voit la Ouais, destruction c'est de ce la qui classe lui a ouvrière. valu d'ailleurs le soutien, je Ouais. pense, parce qu'il a eu d'assez bons résultats sur son premier mandat en termes d'emploi, par exemple, justement. Oui, mais c'est toujours Euh, pareil. Il faudrait voir quels emplois, parce que euh, mais là, bah, vous avez mentionné son attitude sur Nord Stream aussi, l'hostilité à Nord Stream. C'est j'ai pas l'impression qu'il ait une représentation claire des articulations, des difficultés internes du peuple américain, du rapport au système impérial. Et Après, c'était peut-être aussi une façon de déjouer la concurrence allemande, en fait. Voilà, bah oui, mais il y a un dilemme, c'est-à-dire qu'on voit bien, en fait, moi j'ai l'impression que ce qui se passe, c'est que enfin, les Américains sont vraiment en colère. Enfin, ce- il faut voir ce qu'est l'histoire américaine. C'est l'histoire d'un succès extraordinaire depuis le début des États-Unis. Et puis, il y a eu des difficultés à partir des années 60-70, et le auxquelles ils Vietnam. sont, la guerre du Vietnam, mais l'inflation, la stagflation, donc le reaganisme est une sorte de réaction, le néolibéralisme, enfin l'ultralibéralisme, je préfère dire ultralibéralisme moi, parce que comme c'est pas vraiment libéral, ça nous mène au-delà du libéralisme, euh, a été une réaction d'orgueil national aussi. Ils ont essayé, donc on a cru que ça redémarrait. Ils ont fait de grandes choses, hein, la révolution bah, informatique et tout ça. On a un peu oublié qu'à l'origine, c'était de la recherche militaire menée par Oui, l'État. bah, c'est d'ailleurs paradoxal puisque, là, la nouvelle administration Oui, Trump, Elon Musk, va être à la tête d'un département oui. destiné à démanteler, l'État. Mais justement, est-ce que c'est pas un peu se tirer une balle dans le pied quand on voit Ah, qu'il y a beaucoup de choses qui avaient été finalement impulsées en fait, par, par l'État, oui, c'est tout à fait ça. Donc on est dans ce contexte de défaite, d'humiliation. Et puis, tiens, donc là, dans ce que vous mentionnez, moi j'ai le sentiment, je ne suis pas rentré vraiment dans les détails, mais quand vous avez un organisme ou un bâtiment fissuré, en fait, honnêtement, quoi que vous fassiez, vous tirez dans tous les sens pour trouver des solutions, vous allez accélérer le déclin et l'effondrement. Et donc, je pense que
le génie de Musk va s'exprimer par une accélération du déclin américain. Mais à l'instinct, hein. C'est pas, voilà. Mais il y a aussi des réactions. Bon, bah là, ils sont allés chercher, tel Napoléon, ils sont allés chercher leur mort dans la plaine russe. Oui, c'est ce que vous disiez, dans une interview il y a 10 ans, Ouais, ouais, quand j'ai relu ça, je me suis dit, oh là là, quand même. L'Europe est partie Il y a chercher sa il y a des mort dans les moments, plaines d'Ukraine. quand je suis dans une phase maniaque plutôt que dépressive, je me dis, non, mais où est-ce que j'ai été chercher tout ça? Je veux dire, l'Éternel doit m'inspirer. Je ne vaux pas toutes ces bonnes prédictions, ça n'est pas moi. Mais c'est ça. Et là, dans beaucoup de ce qui se passe, je crois, doit être interprété comme des réactions erratiques à une situation d'humiliation. Et donc là, ils tapent sur leurs alliés. C'est extraordinaire quand on y pense. Oui, oui, ça a Mais suscité de vives réactions, voilà, et d'ailleurs de façon très, très violente. Il y avait des échanges, oui, sur oui, non, mais ce qui est, sur, Twitter, oui, ou sur X, Twitter, mais voilà, je veux dire, là, qui tout le monde a étaient été, extrêmement grossières, oui, mais tout le monde a été cueilli à froid. Et puis, et en plus, d'une façon assez étonnante, c'est bah, certains des alliés les plus fidèles et loyaux qui sont attaqués. Pour moi, le cas du Groenland et de l'attaque sauvage sur la souveraineté danoise est tout à fait extraordinaire, puisque oui, le Danemark, c'est vraiment l'agent numéro un du pouvoir américain en Europe. ouais, C'est-à-dire que le Danois fournit des secrétaires généraux de l'OTAN. Hein, on passe du gouvernement danois au secrétaire général de l'OTAN facilement. Le- ils ont fait L'officine. beaucoup d'intelligence, aussi, de renseignement. Ah bah, non, mais c'est le truc de la NSA, là, en gros, dont le rôle n'est pas du tout de surveiller les Russes, mais les dirigeants et les élites occidentales. Eh ben, ils ont leur officine numéro un à Copenhague, en fait. Ouais, C'est chez les Danois. Et c'est sur ces serviteurs numéro un qui tapent. ouais. Donc, en fait, ça évoque terriblement ça évoque terriblement je sais pas comment dire, les images qui me viennent, c'est des images de cours de récréation où où, c'est le type qui a été humilié par un plus grand que lui, qui va chercher un plus petit que lui pour lui taper dessus. Et donc, donc en fait, ils tapent dans leur sphère Ouais. de domination. Et, euh, et en plus, ils tapent sans cohérence. Parce que, bon, alors bon, il y a Trump qui tape. Alors maintenant, il y a Trump qui tape, et puis il y a Elon Musk qui tape. Hein, donc, euh, mais aller chercher l'AfD, là je pense à Musk, Oui. c'est juste, comment dire, absurde. C'est absurde. Je sais pas comment dire, mais Ouais, bah, là, il y a eu vraiment une espèce d'offensive, en fait, un petit peu contre le Labour anglais oui, et pour soutenir l'AfD en Allemagne. ouais, Ça, effectivement, assez, voilà, on voit qu'il y a vraiment une volonté de, oui. Mais heu c'est comme toujours les gens. euh, alors, les gens cherchent une cohérence. Voilà, de nouveau, euh, il me revient à un autre moment où on a cherché une cohérence comme ça. C'est quand Macron a dissous. ah oui. Donc là, on a vu les journalistes là, qui étaient habitués à traiter avec politesse un président qui, manifestement, n'est pas complètement normal sur le plan psychique. La grenade dégoupillée. Voilà, voilà. Et donc là, on a vu vous savez, le serviteur qui cherche de trouver une explication au comportement aberrant du maître. Et donc, et donc, on a vu le même truc se reproduire, je vois le même truc se reproduire. Donc là, il y a l'hypothèse, ça c'est l'un des trucs sur lesquels je travaille, que je cherche vraiment à comprendre, c'est l'hypothèse d'une internationale du conservatisme populaire, populiste qui se mettrait en place. Mmh. Hein. Donc ça c'est un sujet vraiment intéressant. Euh, donc il y a Trump, Mmh. euh,
avec sa base électorale, populaire, etc. Et puis, il y a toutes les forces dites d'extrême droite en Europe, euh, aussi avec des bases populaires. Bah, nous c'est le Rassemblement national. On, on a eu l'un des premiers et des plus lents dans son développement. Mais il y a Mélanie, Mmh. En euh, Italie. et puis l'AfD, et, et Et même, Or- réforme, et même aussi Orban. Et même en Orban. Angleterre, ouais. Alors avec Orban, on commence à sentir que ça va être difficile d'établir une cohérence, puisque comme il est copain avec Poutine, alors là les gens vont chercher à situer Poutine comme dans le même camp, Mmh. en fait, du conservatisme populiste ou autre en version russe. Et là, eh ben, si vous êtes dans un esprit histoire de longue durée, et si vous réfléchissez, euh, vous pouvez tout de suite voir que ça va pas marcher. Alors, ça va Qu'il va y pas. avoir une divergence, vous voulez dire? Ouais, 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 c'est ça. Et ça, c'est très intéressant d'essayer de voir tout de suite. Alors, d'abord, quand même, au cœur de chacun de ces mouvements, il y a, bon, il y a du conflit de classe ou culturel dans chaque pays, mais il y a la dynamique est une dynamique de recentrage national. Oui, Donc, donc déjà, on est en train de nous dire qu'il y a une internationale de pays dont chacun est dans un effort de recentrage national. oui, C'est- qui vont probablement effectivement aller dans des directions, Bah, opposées, voilà, alors là, j'étais. Et par exemple, si on prend l'exemple le plus récent, le plus stupéfiant, c'est Elon Musk, euh, apportant son soutien à l'AfD, alors que les intérêts des États-Unis et de l'Allemagne sont antagonistes. Ouais, Donc c'est juste, ça n'a pas de futur. En fait, je veux dire, c'est pas possible, puisque bon, l'AfD est beaucoup plus favorable aux Russes. Donc ça n'a déjà pas de sens. Mais au-delà de ça, je me suis souvenu d'un. est-ce que c'est pas une tentative un peu justement de pousser un peu l'équipe, actuelle européenne en fait, voilà, de côté pour recommencer Oui, quelque chose, oui, mais enfin, oui, c'est-à-dire, il y a. mais c'est du court terme. Voilà. Oui, c'est compliqué parce que c'est vrai. Comment dire, prenez faisons un flashback historique considérable et repartons à la révolution industrielle. Donc là, il y a des mouvements d'évolution sociale qui sont communs à tous les pays d'Europe. Il y a le développement de classes ouvrières, donc le développement de conflits de classe implicites sur le plan économique. Et, et il y a des internationales, communistes, socialistes, première, deuxième, qui sont fondées, et on attend une internationale des prolétariats, etc. Et puis, ce qu'on constate très vite, au-delà de la divergence des internationaux, c'est qu'il y a des tempéraments différents dans les pays. C'est-à-dire, bon, les Français, c'est un socialiste assez virulent, désorganisé, travaillé par des tendances anarchistes, des trucs comme ça. En Angleterre, c'est le Labour qui en vérité ne sort jamais du sentiment de déférence dû aux élites dans ce magnifique pays. En Allemagne, c'est la social-démocratie, super organisée, bureaucratisée, etc. Bon, en Russie, ça va être le communisme directement. Donc, la chose se fragmente à cause de tempéraments nationaux que moi, je vois ancrés dans les structures familiales, les choses comme ça. Mais on peut déjà, là, je vais faire une tentative audacieuse pour analyser à chaud le truc qui se passe, c'est qu'il y a une tendance universelle, c'est-à-dire que la, moi j'ai essayé d'expliquer, mais je crois que tous les sondeurs d'opinion sont d'accord maintenant. J'ai essayé d'expliquer ces populismes. euh, Moi je préfère parler de conservatisme populaire par la fragmentation éducative Oui. des pays. C'est-à-dire que l'âge de la démocratie, pour moi, c'était
tout le monde sait lire et écrire, très peu de gens savent plus que ça, et donc il y a une culture homogène. C'est l'âge de la démocratie. Et si les gens d'en haut veulent qu'on les écoute, il faut qu'ils parlent le langage des gens qui savent simplement lire et écrire. Voilà. Et, euh, et là, le mouvement universel, c'est le développement de l'éducation supérieure qui a créé partout 30 à 40% dans une génération d'éduqués supérieurs qui finissent par croire qu'ils sont supérieurs, qui peuvent vivre entre eux, se penser comme une élite de masse, c'est quand même la notion d'élite de masse, pas un peu discutable, et puis qu'il y a les moins que rien en dessous. Oui, Et donc, il y a l'élitisme, et puis le populisme, ce qu'ils appellent populisme, émerge en réaction à ça. Ça, c'est commun à tous ces mouvements, il n'y a pas de oui, problème. Il n'y a pas de problème. Le Trumpisme, c'est oui, ça, le Rassemblement national, c'est ça, l'AfD, c'est ça, le Mélanie, c'est ça, enfin, il n'y a pas de problème. Mais c'est comme pour les mouvements ouvriers, il y a les tempéraments nationaux. mmh. C'est-à-dire, c'est. Et avec des Et aux rap. États-Unis, ça donnera quoi du coup, vous pensez? Ah, bah, ça donne Trump, mais ça donne Trump, mais si on. J'ai demandé à mon copain Édouard Husson de me faire un petit tableau hier soir en vitesse, parce que lui, il connaît il est germaniste, il est spécialiste de l'histoire allemande, et donc il connaît l'Allemagne beaucoup mieux que moi, ce qui n'est pas hyper difficile. Et j'ai demandé de me comparer dans diverses dimensions idéologiques l'AfD, qui est le nouveau chouchou d'Elon Musk, au Rassemblement national et à tendance Mélanie. Et c'est déjà pas les mêmes. C'est-à-dire que bon, chaque société d'ailleurs a un axe central idéologique. La France a un axe un peu de centre-gauche au fond dans son histoire. L'Allemagne est quand même beaucoup plus à droite. Je ne suis pas certain de pouvoir situer l'Italie. Le Japon est à droite. Je crois que on peut dire ça, hein. Et par exemple, dans le tableau que m'a donné Édouard, sur la dimension qui est vraiment très fondamentale, si on tient au concept d'extrême droite, l'islamophobie, ben, euh, je vais dire un truc idiot, je vais dire, ben, le Rassemblement national et Mélanie, c'est une islamophobie modérée. J'oserais pas dire une islamophobie de Par centre-gauche. rapport à l'AfD, vous voulez Et dire? l'AfD est virulente. Et, et, et en fait, j'ai lu les. Je veux dire. Weissel s'appelle là. Weidel, Alice Weidel, Weidel. Weidel, Weidel. De la nana de l'AfD, là, qui a un look quand même qui fait peur. On peut parler humainement, hein. J'ai regardé l'interview qu'elle a donnée à The American Conservative, hein, avec lesquels il cherche à établir des liens comme ça, mais comment dire, ça fait froid dans le dos. C'est-à-dire que au-delà des théories, donc elle va dire, si les souvenirs sont exacts, enfin, il y a des allusions au libéralisme économique, fan de Thatcher, bon, comme ça, mais le ton est d'une brutalité. Et donc, ça va être, je suis anthropologue, hein, mais la façon allemande d'être libérale est très particulière quand même. C'est-à-dire que l'Allemagne, famille souche, 3 générations, héritier unique, paysan, c'est un monde de discipline. Et donc, la liberté du marché, pour les Allemands, c'est un marché qui met en ordre les individus. C'est l'ordolibéralisme. Oui, mais l'ordolibéralisme, oui, c'est ça, ouais. C'est l'écrasement de l'individu par le marché. Ouais. Pour un Américain, le marché, ça va être un endroit où l'individu peut s'éclater librement. Enfin, si pardon au stade actuel, hein, parce qu'il n'y a plus beaucoup de mobilité sociale aux États-Unis. Et puis le ton, je veux dire, la façon de parler l'Allemagne, je veux dire,
c'est impossible quand on lit le texte de Weidel, c'est ça? Oui. C'est de pas penser, Deutschland über alles. Ouais. Ce truc, brutalité. On se dit: «Non mais et enfin et c'est terrible à dire, mais c'est je veux dire, l'un des effets de l'émergence de l'AfD, ça pourrait être de faire penser aux Français que le Rassemblement national est vachement sympa, en fait. Vous voyez? Donc on est quand même c'est vraiment bizarre comme situation. Je crois que le modèle d'une dislocation du monde occidental, Mmh. où chaque pays est entraîné et disloqué, chaque société est en interne, disloquée et fragmentée par la stratification éducative, Mmh. mais chaque fois ça prend regardez les zones d'origine du Rassemblement national, où il était le plus fort, c'était les vieilles régions, le bassin parisien, la façade méditerranéenne, les régions qui avaient fait la Révolution française, en fait. Les Oui. régions laïques, égalitaires, donc il y a une sorte de virulence égalitaire cachée dans le Rassemblement national, comment dire? Bon, les zones de force, de l'AfD, c'est les zones protestantes de l'Est, c'est les zones où les nazis faisaient leur meilleur score, qui sont jamais sortis des régimes ou si peu, puisque c'était les régions de la Ouais. RDA, c'était les régions protestantes, et les protestants, l'égalité, c'est pas trop leur truc, hein, donc voilà, tout ça va. Donc on va plutôt vers de l'anarchie idéologique qu'il va falloir Ouais. gérer, hein. C'est D'accord. pas. Ouais, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut pas voir justement, pour revenir aux États-Unis, un antagonisme justement, comme on a vu avec cette récente querelle sur le sujet de l'immigration où Elon Musk en chef d'entreprise, voilà, réclamait plus de Ouais, de visas HB1, pour, ouais, faire venir, des personnels, de étrangers et on a vu en fait un peu la base, hein, du ouais, mouvement, trumpiste qui protestait, ouais, en disant qu'il fallait au contraire former plus d'Américains et que et ouais, voilà et augmenter les salaires aussi parce ouais, que, c'est aussi vu comme une façon de payer moins cher, tout simplement les ouais, ouais, travailleurs. Donc voilà, donc il y a un petit peu, et on voit, il y a aussi vous parlez beaucoup de nihilisme, en fait, dans ouais, votre, dernier livre, au sujet du néolibéralisme. ouais, pour moi, c'est mon concept central, hein, Oui, mmh, oui, 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 mais on voit que justement, que ça soit, sur, par exemple, la crise des opiacés, que ça soit, sur, récemment, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a eu, un homme qui a, tué dans la rue, le PDG d'une société d'assurance. oui, oui, j'avais vu ça. Voilà, parce que, en fait, c'était une assurance qui se vantait Qui de assurait pas. voilà, exactement, c'est ça, c'est-à-dire de Ça se me vanter souvient. d'éliminer automatiquement, un certain nombre, je ne sais plus si Ouais, le pourcentage exact, mais ouais, enfin, voilà, de demandes de prise en charge de soins de ouais, santé, donc en condamnant, les gens, à ne pas pouvoir se soigner, voilà, enfin, ouais, c'est un système très très brutal et voilà et donc ce monsieur a été assassiné, dans la rue. En fait, il y a eu une réaction populaire, hein, qui l'a en fait porté au nu en disant: «Il a eu raison». ouais, ouais, Voilà et donc on est-ce que vous pensez pas qu'il peut y avoir, justement un antagonisme entre, là on va voir, dans le prochain, cabinet, il y a eu beaucoup de la Silicon ouais, Valley en fait, un petit peu des ouais, magnats, des oligarques en fait, américains ouais, qui sont ralliés à Trump, tout ça, mais qui vont être en antagonisme en fait par rapport à cette base, hein, oui, mais je sais pas comment dire, c'est, en fait, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais, moi j'admets volontiers que je suis un peu dépassé par l'accélération des événements là. C'est quand même, il faut admettre, avant de comprendre, il faut admettre qu'on ne comprend pas et là, alors j'ai fait un premier pas, je me suis dit: «Mais c'est parce qu'on entre, dans une phase où il n'y a plus de principe directeur». C'est-à-dire que heu, il y avait comment dire? De jusqu'à récemment, j'avais encore en tête l'idée que, le monde occidental allait quelque part. Pas là où je voulais, hein, ça me déplaisait souverainement, mais il y avait un principe directeur et puis les gens, les classes dirigeantes de ce monde occidental, elles-mêmes avaient, le sentiment d'aller quelque part
je pense que l'ambiance de défaite, je reviens sur cette idée, mais il faut bien voir que dans l'histoire, l'interaction entre les défaites militaires et les révolutions internes sont très fortes. Oui, C'est-à-dire, ça remet tout en cause. se dire, c'est l'incapacité de la noblesse française à défendre le pays au Moyen Âge, explique, avec un petit décalage temporel, la Grande Jacquerie. Mmh. Hein, même la défaite de la guerre de 7 ans a contribué à la Révolution L'éruption. française. Mmh. La Révolution anglaise, il y avait les difficultés avec l'Écosse. Le régime allemand, en 18, s'est effondré à cause de la défaite militaire. Le communisme est apparu à cause de la défaite militaire aussi. Donc il y a une interaction. Et donc là, bon, c'est une défaite militaro-économique, pas directe, mais substantielle. Et, et je crois qu'il faut, la première chose à faire, c'est de Heu, quand on est en situation de défaite, on ne fait plus les règles du jeu. C'est-à-dire on est dans une adaptation à un monde qui rétrécit Mmh. et donc avec des pays des BRICS qui s'organisent à l'extérieur, un monde extérieur qui, contrairement à nous, n'est pas sous l'emprise des Américains, et voit ce déclin. Donc on est là entre nous. Donc pour le bon mot pour nous, c'est, je dirais, j'essaie toujours de me ramener à cette séquence, c'est défaite, dislocation, décadence. Dans C'est-à-dire l'ordre. ne jamais, la défaite, c'est ce qui est en train de se passer sur le terrain. La dislocation, c'est ce monde qui se déchire, en fait. C'est les vaincus qui se déchirent, en fait, entre eux. Les Ouais. camps vaincus se divisent et se déchirent. Et la décadence, c'est pour dire que c'est des tendances de fond et que ça ne va pas s'arranger. Ouais. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, on peut voir les choses. Et donc, il faut être capable d'enregistrer des phénomènes, ce que vous évoquiez, là, les contradictions qui apparaissent entre les manias ralliés aux Trumpistes de la Silicon Valley et l'électorat de base de Trump, mais euh, peut-être ne faut pas aller chercher de cohérence. Enfin, on peut voir, pas à pas, on peut voir des choses. Par exemple, j'ai trouvé, moi, le ralliement de Zuckerberg, Oui. là, ça c'était fantastique. Non, c'est vraiment génial parce que, en fait, il dit oui, il faut rétablir la liberté, donc soumission des États. Et en vérité, il s'agit de rallier le pouvoir d'État. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc en fait, au stade actuel, le libertarisme valorise l'État. Ouais. Donc, on voit très bien euh, que l'ultralibéralisme n'est effectivement, c'est au-delà du libéralisme, ça devient le contraire, quoi. Ouais. Mais là, on ne peut au stade actuel qu'enregistrer. C'est C'est peut-être aussi un phénomène de balancier, en fait, par rapport, à ce qui s'était passé avant, en fait, effectivement, où, il y avait une perception de un peu de chape de plomb, justement sur la modération, heu, oui, oui, oui. Mais bon, donc, je ne sais pas comment dire, on va voir en fait comment dire, les trucs si on veut faire de la prospective, heu, le il faut quand même, c'est pas parce que je suis obsédé par mon bouquin, parce que sur la défaite de l'Occident, puisque ce bouquin dit clairement que c'est pas une victoire russe, que c'est un processus de décomposition interne mmh. du monde occidental que je ramène ultimement à la chute du niveau éducatif et à la chute des valeurs protestantes qui avaient fait je dirais, la force de cet Occident. Mais quand même, dans le contexte de court terme, euh, il, il faut se souvenir que l'acteur majeur, ça n'est pas Trump, c'est Poutine. Ouais. C'est-à-dire que quand on voit et que tout ce qui se passe à l'intérieur de chez nous, c'est super intéressant. La servilité nouvelle de Zuckerberg est intéressante. La servilité des Anglais
insultés aussi par Musk, enfin des Britanniques insultés par Musk, des Danois, tout ça c'est intéressant de voir tous les esclaves qui ne comprennent pas pourquoi leur maître leur donne des coups de fouet alors qu'ils n'ont rien fait. C'est intéressant et en un sens rigolo et moral, finalement, de voir nos élites ridiculisées par leurs Ça patrons. fait un peu Mais, Molière. mais quand même, la question de l'année, ça va être est-ce que l'Occident va accepter sa défaite en Ukraine? Et comment va se résoudre cette guerre? Et comment justement, en fait, qu'est-ce que vous pensez que Trump va faire? Parce qu'apparemment, il aurait fait un peu des propositions, de cessez-le-feu là avant Oui, son investiture qui ont été refusées. oui. Parce qu'effectivement, je pense que ça sera pas facile en fait pour lui. Mais C'est en fait, là, il suffit de lire les textes russes. C'est-à-dire que, en fait, ils sont. C'est très gênant. Je pense que c'est aussi les raisons pour lesquelles je suis sans cesse traité d'agent du Kremlin. C'est que je lis les textes russes, bon, en anglais hein, ou en français. Je lis d'ailleurs les géopoliticiens américains américain aussi. aussi. Et comment dire, le décalage intellectuel est vraiment fantastique. C'est-à-dire, les textes américains sont assez agressifs pulsionnels. C'est-à-dire, un type comme Kagan, j'ose pas dire penseur Mmh. néoconservateur, mais Le mari de Victoria Nuland. voilà, c'est ça. Et puis frère d'un autre Kagan qui dit un peu la même chose. Et dont la femme dirige, elle, l'Institute of War Studies, Mmh. dont Le Monde reproduit les cartes fidèlement comme si c'était un think tank complètement indépendant. Il vient de faire un papier intéressant en disant que la défaite en Ukraine serait une défaite majeure et que c'est pour ça qu'il fallait continuer. Mais sans aucune conscience, comme tous les nouveaux Que c'est pas conservateurs. forcément possible en fait, Ben, c'est pas possible, c'est-à-dire qu'il lui est capable de dire: «Mais non, je veux dire, ça va être une défaite terrible pour les États-Unis, la guerre d'Ukraine. Donc là, il dit la vérité. Mais par contre, comme tous les néoconservateurs, il n'est pas capable de voir qu'il doit y avoir un rapport entre les objectifs et les moyens. ouais, La faiblesse des néoconservateurs, c'est qu'ils ne veulent pas voir l'état de l'économie américaine et du ouais. système industriel militaire, je dirais, américain. Et donc, d'un côté, donc vous avez un truc plus très agressif. Chez Kagan, comme chez Musk, il y a ce ressentiment contre l'Europe. Hein. Vraiment, ça c'est drôle parce que nous, on a nos types qui sont en politique et nos journalistes qui disent l'Amérique, dynamique, etc. Et en fait, qui aiment les États-Unis. C'est beau l'amour, mais c'est un amour non partagé. C'est un peu à sens Comment? unique. Et en fait, ils ne savent je veux dire, j'ai eu l'occasion de dire que les Américains nous méprisaient. Mmh. Alors, je pense qu'ils méprisent nos élites, qui Pas sont forcément les peuples, mais bah, effectivement. c'est sûr, je pense que les peuples, ils les envient, en fait. Parce que, la longévité est supérieure, parce que est-ce qu'on doit dire niveau ou qualité de vie? Être européen, c'est quand même, pour une personne ordinaire, même dans l'état de dégradation des services hospitaliers français, je ne sais pas pour les Anglais, parce que les hôpitaux français sont dans un tel état, les hôpitaux anglais sont dans un tel état que, et pour les Allemands certaines, c'est quand même, je dirais, plus humain d'être un Européen de base qu'être un Américain. Nous, on n'a pas de crise des opioïdes. Pour combien de temps? Oui, pour C'est combien? Oui, 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 c'est une bonne question. C'est Est-ce qu'au final, est-ce que c'est pas l'Europe la plus grande perdante avec l'Ukraine qui est pour le coup en dessous, de qui perd terriblement quoi, parce qu'ils vont avoir beaucoup de mal à se Alors bon, relever? bah, d'abord l'Ukraine n'est pas un pays européen au sens de l'Europe occidentale, c'est un pays post-soviétique Mmh. et c'est-à-dire que la preuve que les Ukrainiens ne sont pas des Européens occidentaux, c'est qu'ils savent faire la guerre, Oui. aussi bien que les Russes. Ouais, ouais, effectivement, Ça se passe entre soviétiques, en fait, des gens qui savent se battre et mourir. Je veux dire honnêtement, ici, on ne peut pas imaginer, l'équivalent. Mais
c'est vrai qu'en termes économiques, l'Europe est la grande perdante de la guerre et on voit, on a vu les économies, entrer en grande difficulté, en stagnation et maintenant on a atteint le stade de l'effondrement du système politique, en fait. Ouais. Donc nous, c'est pas juste Macron. Si c'était juste Macron, on en serait sorti. En Allemagne, c'est pas juste Scholz. Mmh. C'est vraiment ça craque. L'Angleterre est aussi dans un état épouvantable, mais même dans ce contexte, on a, c'est des pays où l'espérance de vie moyenne des gens, de tout le monde, est de 5 ans supérieure à celle des États-Unis. Ouais. Donc ils peuvent, je veux dire, c'est vrai qu'on s'est vraiment fait mettre dedans avec la guerre d'Ukraine, quand même patronné et encouragé par les Américains, mais on reste enviable. Ouais. C'est ça qui est terrible. C'est vraiment, heu, il fait bon vivre en Europe. On n'a pas, des millions de personnes, qui se shootent avec des médicaments dangereux, la crise d'opioïdes, avec montée des taux de suicide, on n'a pas ça ici. Donc les Américains vraiment, ils méprisent les élites et ils envient les peuples, je crois. C'est un Ouais. truc qu'on a et dans le contexte de défaite, c'est ça qui est en train de sortir. Ouais. Alors la mais je pense que c'est très difficile de faire des prédictions parce que, là, je repense à ces journalistes français après la dissolution de Macron, laissant transparaître une certaine, incrédulité. On voit qu'il est beaucoup, Mais lâché par les médias, en fait, oui, Macron. c'est ça, oui. Mais là, il y a les dirigeants, alors les Anglais, là, de toute façon, ils sont annexés, quoi, c'est fini, hein. C'est vraiment l'interaction entre l'Angleterre et les États-Unis est tellement forte que ça compte plus, voilà. Mais les Danois quand même, les Allemands, qui déjà ont retrouvé depuis le sabotage de Nord Stream par les Américains et leurs copains, ont retrouvé leur statut de pays occupé. Ah oui. Ça, je l'avais pas mis dans mon bouquin, j'avais pas compris, hein. J'étais pas allé Avec jusqu'au les bout. bases militaires et cetera, Ah oui, ça moi j'y suis allé pour la sortie de l'histoire allemande et je suis pas resté longtemps, mais ce que j'ai senti, c'est peut-être parce que j'ai roulé la nuit à côté de Ramstein, la base où l'OTAN fait toutes ses réunions, mmh. dont je commence à me demander si c'est pas en train de devenir la capitale officieuse de l'Allemagne, puisque c'est là qu'on décide du sort de l'Allemagne. J'ai fini par me rendre compte, mais oui, en fait, la situation du gouvernement allemand, c'est la situation d'un gouvernement dans un pays occupé, qui n'a pas sa souveraineté, en fait. Ouais. Ils perdent sa souveraineté, ils font plus ce qu'ils veulent, donc ils sont le deuxième contributeur financier à la guerre d'Ukraine. Eux aussi, ils se vengent sur, Sur ils se vengent sur les autres, pays. mais 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 oui, en fait. Mais en fait, mais non, mais C'est une non, mais c'est cascade. oui, c'est une cascade, mais c'est typiquement le genre de non, c'est rigolo, hein. Non, c'est rigolo, c'est créatif ça. Parce que c'est typiquement le genre de cascade, non, j'avais pas vu ça comme ça. Puisque le truc de la base anthropologique de la culture allemande, c'est la famille souche. Donc c'est, le fils aîné, c'est un principe d'inégalité, en fait. Mmh. Mais et c'est vrai que, donc un principe de hiérarchie et peut-être je me suis trahi comme, petit Français de base qui pense en termes d'égalité, que toute domination est a priori théoriquement insupportable. Mais en Allemagne, heu, on peut se mettre dans un cadre mental où on accepte d'être dominé, mais effectivement on domine en retour. Ouais. Donc 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 c'est sur un mode oui, c'est intéressant ça. Oui, Ouais. peut-être, mais on sait pas comment, c'est trop frais. Donc on sait pas, est-ce que les Danois vont avoir un sursaut de dignité? On trouve une colonne vertébrale. Voilà, est-ce que les Danois vont être courageux? Honnêtement, vu la taille du Danemark et leur histoire militaire et je 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 le mauvais esprit me revient, je ne peux pas oublier que le Danemark, c'est le pays qui,
avait tenu des élections libres sous occupation allemande, hein. Ah. Donc, euh, mais l'Allemagne, c'est l'Allemagne, hein. Tout va tourner autour de l'évolution de l'Allemagne. Mais honnêtement, depuis que j'ai lu les textes de Weidel, je suis perplexe. Je suis perplexe. Ouais, c'est compliqué, effectivement, Hem, moi, je me demandais aussi si vous pensiez pas que, parce que dans votre livre, vous estimez un peu justement le développement de ce nihilisme qui mène un peu à l'implosion des États-Unis en fait, après une période d'après-guerre où il y avait une concurrence avec l'URSS, la chute de celle-ci, en fait, a fait que, les États-Unis se sont retrouvés en position hégémonique, sans ennemis et que c'est à partir de là, en fait, que finalement, ça leur a pas du tout réussi. Est-ce que vous ne pensez pas que justement l'émergence des BRICS, pourrait finalement, leur rendre service comment dire? En remettant une sorte d'émulation et de concurrence, qui peut, qui peut, justement, bah, les forcer un peu à se rassembler, peut-être à se réconcilier entre eux? Parce qu'on voit aussi que là, Trump a parlé des ennemis intérieurs qui étaient pires que les ennemis extérieurs quand même, donc Ouais, c'est une on a un peu l'impression au gré des changements de camp, ouais, qui gagnent le pouvoir, en fait, il y a vraiment un fossé, entre, un pays très divisé, très polarisé et cetera. Est-ce que justement le fait qu'ils soient confrontés à une concurrence extérieure, ça peut pas justement un petit peu les alors rassembler et alors leur donner un c'est rigolo. En fait, j'y avais pas du tout pensé, mais c'est vachement intéressant. Non, c'est un très bon modèle. Alors, j'essaie de m'adapter à la question en ultra rapide parce que j'y avais pas du tout pensé. C'est les situations les plus difficiles, hein, en interview. Heu pardon. et donc, hem, heu, bon, le modèle en lui-même est complètement pertinent et l'idée d'une cohérence interne qui résulte, d'une compétition extérieure, c'est presque le modèle historique général. C'est un C'est-à-dire peu ça que les BRICS aussi oui, finalement, mais c'est les nations, ne naissent jamais toutes seules. Par exemple, la nation française, qui nous est chère, est née concurremment et en compétition avec la nation anglaise. mmh Et l'État capétien, l'État plantagenet sont nés l'un contre l'autre. Bon, ensuite, on s'est mis en compétition avec l'Allemagne, et donc, de toute façon, Adam Ferguson, qui était du XVIIIe siècle, l'un des membres les plus éminents des Lumières écossaises, avait noté que partout où on trouvait des groupes humains, même sur une île, il y en avait deux, ouais. et qui se définissaient l'un contre l'autre. Donc, en fait, l'idée qu'on existe tout seul sans un autre, qui vous dit qui on est aussi, ça, c'est un super modèle général. Euh, Ce que vous avez dit là, la première idée qui me vient, c'est que ça marche déjà pour la Russie. C'est-à-dire que, euh, en allant provoquer la Russie, en la contraignant à réaffirmer sa souveraineté et à la lançant dans une guerre, un défi aux États-Unis, une guerre plus difficile que prévu, euh, on a créé, alors qu'on voulait faire l'inverse, des conditions optimales pour une cohésion sociale maximale en Russie, Mmh. hein, qui en plus est en train de gagner la guerre. Donc là, c'est bon. Et donc on leur a permis de définir. Enfin, eux, ils ne sont pas dans la destruction de l'État, ils sont dans l'établissement du. Ils ont le modèle des 30 Glorieuses maintenant, un État directeur avec un marché et un protectionnisme imposé par les sanctions. Mmh. Et donc, ils se développent à toute vitesse maintenant. Ils peuvent nous remercier, hein, quand même. Sans, sans, sans l'OTAN, ils n'y seraient jamais arrivés, hein. Mais ça a été écrit par James Galbraith, que jamais Poutine n'aurait pu imposer un protectionnisme comme ça aux Russes.
qui sont maintenant des fous du marché. Donc merci l'OTAN. Alors, je veux dire vraiment, peut-être qu'on devrait demander des royalties à Poutine pour l'aide qu'on lui a accordée. Et en fait, pour les États-Unis, je ne sais vraiment pas. Parce que euh, la, ça dépend du degré d'avancement de la décomposition et de la dépendance. C'est-à-dire que en fait, la dépendance économique à l'extérieur est devenue énorme. D'ailleurs, quand on regarde la distribution des industries de pointe, bon, il y a la Silicon Valley, mais dès qu'il s'agit de fabriquer des objets, des trucs de pointe, des trucs, les puces électroniques, je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, Taïwan. c'est Taïwan, c'est la Corée, ou c'est les Pays-Bas pour certains trucs, Eindhoven, région de famille souche des Pays-Bas. Ah oui. C'est toujours la famille souche, Ah en oui. fait, ou des variantes de la famille souche. C'est le Japon. L'industrie de l'Occident a reflué vers la périphérie de l'organisme. C'est hyper bizarre quand on regarde la carte, en fait. Ouais. Hein, donc c'est loin. Vraiment, donc, grosse dépense extérieure. L'implosion éducative américaine est quand même très avancée. Ils ont même profité du Covid pour supprimer les tests, les SATs, les tests d'aptitude scolastique, là, pour rentrer dans les universités. Oui. Donc, en fait, tout ce qu'il y avait de méritocratique dans le système américain est en train de s'effondrer. Ouais. Donc ça, c'est pas bon, en fait. C'est vraiment pas bon. Les valeurs morales et sociales héritées du protestantisme morts. Si j'étais dans un jeu télévisé historico-métaphysique, et donc un équivalent tardif de Julien Lepers, vous savez, question pour un champion, sort une fiche et pose votre question. Oui, d'accord. Vous êtes Julien Lepers. Et donc, je ne sais pas trop, mais quand même, on y va à l'instinct. Je dirais qu'ils ne vont pas y arriver, que ça ne va pas marcher. Et parce que le degré de décadence, en fait, est trop avancé. La reconstruction d'une entité collective américaine, ça avait été ma déception pour la première expérience Trump, et même pour le Brexit. Alors, j'aime pas le personnage de Trump. Hein. J'aime pas le personnage de Trump. J'aime pas Farage en Angleterre. Moi, je suis un intellectuel bourgeois. Donc, je suis dans la posture, il faut qu'il y ait des élites, mais il faut qu'elles respectent le peuple. Et je suis un antipopuliste assez radical au fond de moi-même. Je suis un enfant de Saint-Germain-en-Laye, pour situer les choses. Et je le reste. Et quand même, il y avait une conscience sociale dans le projet, parce que Make America Great Again, c'était aussi faire attention aux gens ordinaires. Il y avait une dimension démocratique indéniable. C'est pas vrai que Trump en lui-même est raciste anti-noir. Ça n'a jamais été vrai. Et en tant que personne, il n'a jamais été particulièrement réactionnaire lui-même sur les questions sociétales, en fait. Oui, il y a même un contraste un peu entre, justement, les postures qu'il a prises et quand on regarde sa vie, en fait. Voilà, voilà, et donc, honnêtement, quand il a gagné la première fois, ça m'avait intéressé. Donc, j'étais pas à m'arracher les cheveux tout de suite en disant, mais ce type est fou. Mais ce que j'espérais, c'était, ça c'est plus proche de la réponse à votre question, c'est que sa victoire tellement incroyable allait produire une prise de conscience dans le camp adverse,
chez les gens qui avaient des doctorats, des meilleures universités, diplômés du supérieur, ces gens qui pensent supérieur, et que son élection serait le début d'une négociation, en fait, Ouais. d'une sorte de nouveau contrat social, pas au sens de Rousseau, hein, mais d'un nouveau contrat entre le haut et le bas de la société, une redécouverte de tout ce qui fait qu'une société et une nation existent. Et ni aux États-Unis, ni en Angleterre, en Grande-Bretagne, après le Brexit, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu plutôt une Oui. intensification des haines de classe culturelle, en fait. Ouais. C'était vraiment. Ça, c'était pas très bon signe. Mais cela dit, c'est vrai que c'était une époque où on ne pouvait pas imaginer la défaite militaire externe. Donc il n'y avait pas encore de pression extérieure. Donc en fait, je ne sais plus ce que je répondrais chez Julien Lepers. C'est, c'est, C'est pas forcément, je pense que le mais, processus de réflexion mais je est pense, déjà, très intéressant, en moi, fait. j'ai le, je- 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 j'ai pas confiance. En fait, je vois pas. Toutes le premier réflexe, ben, c'est vous qui l'avez dit, c'est de s'accuser entre eux, là. C'est un Ouais, truc de déchirement interne. ouais. C'est-à-dire les grands Puis vous incendies avez dit que de. vous voyez plus ça comme un effondrement, en fait, des démocrates que comme une grande victoire de Trump, Oui, finalement. oui aussi, c'est ça, mais il y a pas un vrai mouvement vers quelque chose de nouveau. Euh, et puis la politique de Trump reste, elle est moins militariste. Quoique. Encore que les mecs, tous les Elon Musk et ses copains de la Silicon Valley qui sont en train de prendre le contrôle de l'administration, ça va être aussi prendre le contrôle du Pentagone, des commandes militaires, et ça pourrait être un regain de militarisme technologique. Euh, mais je crois que c'est trop tard. C'est trop tard. Je veux dire, les Russes sont lancés, les Chinois sont Ça prendra du lancés. temps. Et ils ont pris toutes les mauvaises directions pour les Wunderwaffen, là, ces trucs dont les nazis attendaient une victoire ultime. Ils avaient inventé l'avion en réaction et les fusées, les nazis, avant de perdre. Ouais. Mais, mais là, les Américains, ils ont fabriqué le F-35, l'avion qui sait tout Ouais. faire sauf voler. Euh, ils n'ont pas de missiles hypersoniques. Et puis là, et en fait, ils sont cassés les dents sur les Russes, alors que l'adversaire principal, c'est les Chinois. Donc ça donne une Mmh. idée de. Oui, qui va être finalement aussi une des grandes puissances, qui ont gagné ce conflit finalement parce que, Ah bah pour les Chinois, c'est vraiment. les Russes ont aussi, ça Ah bon, pour moi, l'une des curiosités historiques, c'est que les Russes voulaient rentrer dans la maison européenne après avoir abattu eux-mêmes leur communisme. Et oui, ils ont donc, été repoussés c'est finalement, repoussé, mais si on avait intégré les Russes à l'Occident, alors la domination de l'Occident était prolongée de 100 ans de plus. Ouais. C'est ça qui est fou. Mais en fait, l'Occident n'existe pas. Ce qui existait, c'était les États-Unis, en fait. Ouais. Et donc, qui étaient restés dans Voilà. leur vieux truc et qui n'auraient pas voulu partager le contrôle de l'Occident avec d'autres. Ouais. Et une fois donc cette défaite, actée, est-ce que vous ne pensez pas que les États-Unis pourraient, parce que dans les BRICS justement, tous les pays ne sont pas aussi il y a beaucoup de pays qui sont finalement assez, ambigus en fait, voilà vis-à-vis, qui ne sont pas fondamentalement, opposés aux États-Unis, comme l'Inde par exemple, ou le Brésil, ils sont nettement moins, Il n'y a pas de vraie, il y a pas de vraie cohérence culturelle oui, oui, donc sur voilà, est-ce que les on parle BRICS. beaucoup des pays d'Asie centrale aussi parce que, voilà, Ouais. ils peuvent aussi avoir, intérêt, à voilà, à faire jouer, différentes puissances, pour ne pas, Non, mais les BRICS, moi, j'avais quand même noté dans mon bouquin que le noyau dur de l'opposition aux États-Unis, c'est-à-dire des formations d'anthropologues,
c'était les sociétés patrilinéaires du bloc eurasiatique, hein, Oui, ce qui irait d'ailleurs jusqu'à l'Afrique de l'Ouest, en fait. oui, Donc la Chine, euh, euh, la Russie, qui est une société patrilinéaire spéciale, c'est patrilinéaire avec un statut de la femme très élevé. oui. C'est le mix d'enfer, là. C'est pour ça qu'ils sont si efficaces. Mais non, bah, la, la discipline patrilinéaire plus l'intelligence féminine, ça donne des sociétés très résilientes. Mais le monde arabe, l'Iran, tout ça aussi, c'est patrilinéaire, mais euh, et, et assez chaud sur les valeurs conservatrices utilisées par Poutine pour se rendre populaire dans ce monde-là. Mhm. Mais l'Inde du Nord est aussi assez patrilinéaire. Mais le Brésil, pas du tout. Le Brésil, c'est famille nucléaire bilatérale, c'est comme nous. Euh, les problèmes de transgenre ne les affolent pas particulièrement, c'est le cas de le dire. Puisque je ne sais pas si vous vous souvenez de l'époque des Brésiliennes à Paris. Donc ils étaient plutôt en pointe hein, sur le changement de sexe. Mais euh, l'Inde, c'est patrilinéaire, mais c'est une très grande démocratie, donc c'est pas voilà. L'Indonésie qui rentre, Oui, c'est un pays musulman, mais l'Indonésie c'est le plus peuplé de tous les pays musulmans, mais c'est une culture très spéciale, matrilocale, avec très souvent une position dominante des femmes dans la structure sociale. oui, Hein, oui. donc c'est un tout autre monde en fait. Et ce qui unifie vraiment les BRICS, c'est la volonté de se C'est le débarrasser de containment. l'exploitation occidentale. C'est le... c'est Hein? du containment. Non, 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 de Ouais, rollback. Hein, ouais, c'est ça. c'est Ouais, vraiment. Mais en eux-mêmes, ils sont un monde tout à fait pluriel. ouais. Tout à fait pluriel. Mais là, bon, je vais faire réapparaître mon image d'agent du Kremlin. C'est que les deux modèles des relations internationales qui sont face à face, il y avait, je ne sais plus si on peut parler de modèle pour les États-Unis, mais il y avait le modèle d'un impérialisme libéral qui avait des valeurs soi-disant universelles à proposer à tout le monde. Et donc tout le monde devait être libre, enfin, en liberté surveillée, puisque c'était sous domination américaine. Ouais. Donc chacun libre dans son pays, mais des élites soumises. Hein, voilà. Mais tous pareils. Donc l'Irak transformé en démocratie libérale, l'Afghanistan transformé en démocratie libérale. Et bien entendu, c'est pas possible. La doctrine russe est super efficace en ce sens que c'est une doctrine de souveraineté absolue avec idée de non-ingérence dans les cultures externes. Alors, j'ai pas dit dans les petites nations comme l'Ukraine. Voilà. Mais les Russes, ils sont en principe, on ne s'intéresse pas, chacun vit sa vie. Évidemment, dans un monde qui, du point de vue d'un anthropologue, est tout à fait pluriel, tout à fait divers, la doctrine russe est très adaptée. Très adaptée. Alors moi, j'ai une autre question parce que justement dans votre livre, vous parlez, beaucoup justement de l'impact de ces structures familiales et le fait que, bah, justement la structure nucléaire occidentale, justement conduit à plus d'anomie en fait et Ouais, accentue un peu ce nihilisme par rapport justement à ces ouais. structures, plus complexes qui sont, plus, solides, voilà, mais est-ce que justement, vous ne pensez pas que ça peut aussi, être plus d'anomie à court terme, mais peut-être plus de potentiel de changement, d'adaptation? Parce qu'on est Là, c'est du passé que vous parlez. non, 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 c'est une semi-blague. J'ai bien compris, en fait. Euh, si on regarde l'histoire passée du développement mondial, c'est vrai que la famille nucléaire donne une flexibilité, une capacité plus que d'adaptation, d'innovation, dont les structures familiales patrilinéaires, plus rigides, que ce soit de type allemand ou russe, ne sont pas capables. Et c'est d'ailleurs pour ça que la révolution industrielle a eu lieu en Angleterre. oui, Et le succès du monde anglo-saxon, c'est ça. Mais c'était avec le protestantisme en phase positive ascendante, avec des niveaux éducatifs très élevés, parce que les protestants voulaient que tout le monde sache lire, pour causer le bout de gras directement avec Dieu, en lisant les Saintes Écritures.
Alors qu'au contraire, donc ils ont inventé la révolution industrielle, et puis les pays du continent ont dû s'adapter pour pas être écrasés. Et donc, comme c'était des trucs très rigides, le niveau éducatif de l'Allemagne était supérieur à celui d'Angleterre, hein, Mmh. au moment de la révolution industrielle. Mais il y avait cet ancrage au sol, et donc ils ont dû s'arracher. Et l'arrachement de la famille souche allemande ou de la famille communautaire russe a produit un désarroi, des douleurs et des reconversions qui expliquent le nazisme et le communisme. Donc, donc là, à cette époque-là, oui, c'était un avantage d'être en Mmh. système nucléaire, ce qui était le cas de la France du Nord aussi. Donc, Oui. donc bon, nous, on a guillotiné un roi, mais cela dit, je veux dire, les Anglais, un siècle et demi plus tôt, avaient décapité un roi. Donc, ça fait partie du job de la Révolution, quoi. Bon, c'est pas un drame. Et donc, puis avec un nombre, malgré tout, limité de morts. Enfin, les guerres de la Vendée, bon, discutons pas du nombre de morts, mais ce n'était pas un problème quand on est en famille nucléaire de changer, de passer au mode industriel. C'est pas, c'est douloureux, mais c'est pas hyper dramatique. Mais maintenant, au stade actuel, où il n'y a plus de traces religieuses, il n'y a, il y a plus de sorte de structure morale protestante, Mmh. bah, en fait, il n'y a plus rien. Et C'est la religion zéro dont vous voilà, parlez, la religion, enfin zéro, je commence à avoir des doutes parce que, euh, alors que quand même les sociétés où il y a des traces d'autoritarisme familial, en Allemagne, je veux dire, je veux dire, c'est vrai que quand on lit Weidel, on voit que la vieille culture allemande n'est pas morte, hein. C'est, ça vous a rassuré. là, on va rassurer n'est pas le mot, mais c'est vraiment, ça vaut la peine, hein. Ça vaut la peine de jeter un coup d'œil. C'est bon. Euh, euh, et, euh, et le régime Poutine s'appuie sur des traces du communautarisme russe. Euh, la force du FSB qui a succédé au KGB, c'est des traces de communautarisme zombie, au Mmh. sens en Russie, et ça donne cette capacité d'organisation. Donc, donc non, je pense en fait on est confronté à un vide. Alors, j'ai une nouvelle question quand même. Je me demande si j'ai pas, c'est pas une erreur, mais c'est une imperfection dans le concept de religion zéro. C'est, d'abord, je vais dire un truc positif sur la France, quand même, et pas que la France. C'est que, euh, en principe, si religion zéro, eh ben, tous les pays qui atteignent un stade religion zéro doivent être pareils, ils ont tous la même chose, c'est-à-dire rien. Et je crois quand même sentir des différences d'attitude et de comportement qui existent entre pays ayant perdu la religion protestante et pays ayant perdu la religion catholique. Mmh. Et je sens les pays protestants quand même beaucoup plus agités et beaucoup plus nihilistes. Et donc là, je travaille, je n'ai pas fini, sur l'hypothèse d'un passage direct des pays protestants euh, du stade religion zombie au stade religion -1 plutôt que zéro. Voilà. Descendre le sous-sol. Négativité, négativité. Ouais. C'est-à-dire qu'il reste quelque chose du protestantisme, mais qui est vraiment dans le négatif, quoi. Dans les dimensions de l'acceptation de l'inégalité, des choses comme ça. Alors ça se mélange de structure familiale aussi un petit peu peut-être. Alors que dans les pays catholiques, euh, euh, il reste un principe d'égalité, il reste un principe universel qui n'est pas dans le protestantisme. Mmh. Et, et d'ailleurs, peut-être c'est ce qui sort quand on dit que, le tableau de mon copain Husson, là, que le, le Rassemblement national et Mélanie, c'est une islamophobie modérée. Que, et que l'AFD, c'est une islamophobie, c'était pas son mot, mais moi je dirais déchaînée. D'accord, Voilà, et donc, et ça pourrait être encore des traces religieuses quand même. Mais d'accord. je- non, je suis vraiment pessimiste pour les États-Unis.
Mais peut-être Moi, ma c'est un question, amoureux c'était plus déçu, hein, sur le parce que moi sur j'aimais les États-Unis en fait. ma question, c'était plus sur les structures, familiales nucléaires. Est-ce que, Oui, et ça c'est permet lié, pas hein. peut-être qu'effectivement, on voit une chute plus rapide, hein, Oui, maintenant, mais est-ce que justement, comme il y a moins d'effets puisque chaque génération se repart oui, un petit peu de ouais. zéro, voilà, n'a pas forcément la tradition, aussi, engrainée, va peut-être, du coup aussi pouvoir, s'adapter en fait, Oui, mais et penser en fait, quelque la chose famille, de ce qui avait permis l'ascension du monde anglo-américain, c'est c'était la famille nucléaire, et puis nucléaire absolue, c'est-à-dire sans règle d'héritage égalitaire, le protestantisme, l'alphabétisation de masse. C'était le mix gagnant. Mais les faiblesses relatives de ce système sont apparues quand s'est développée l'éducation supérieure. ouais. Parce que autant la famille nucléaire, honnêtement, l'éducation primaire, on met un gosse à l'école en septembre-octobre, en décembre, il sait lire. Hein, dans ce que j'appelle 11e. CP maintenant. Oui, c'est Moi, c'était la c'est 11e. fait. Voilà. Donc, l'éducation ou l'instruction primaire est un truc assez simple et le soutien de la famille nucléaire suffit. Et d'ailleurs, ça se passe bien avant les âges au mariage. Le soutien à l'éducation supérieure, c'est un peu plus compliqué. Et là, déjà, les structures familiales plus complexes, de type souche communautaire, deviennent un avantage. Mmh. C'est-à-dire le niveau éducatif allemand, avant qu'Hitler ait massacré les universités, était devenu très supérieur au niveau anglo-américain. Le niveau intellectuel russe est très élevé aussi, en fait. Très élevé. C'est pour ça que l'État d'Israël a été émerveillé et boosté de voir arriver tous ces immigrés juifs soviétiques, qui est un niveau incroyable et qui ne sont pas pour peu dans le décollage high-tech Mmh. de l'État d'Israël. Et, et, et- et le cafouillage américain sur l'éducation supérieure, qui a commencé à décliner dès 1965, Oui, c'est tout. c'est la famille nucléaire. Ah oui, Donc en fait, le déclin éducatif est associé à la famille nucléaire. ouais. OK, OK. Oui, alors on peut peut-être, passer très, très vite, effectivement, parce qu'il y a eu déjà les nominations qui ont été annoncées, en fait, par Trump pour son nouveau cabinet. On voit qu'il a surtout pris des figures, très sûres, en fait, des gens qui étaient, des soutiens de longue date. Il a pris beaucoup de gens de son ancienne équipe légale, qui l'a défendu dans tous ses procès. Alors en regardant, bon désolé, dans un contexte français, c'est pas du tout, pertinent, mais dans un contexte, états-unien, ça vaut le coup de regarder effectivement. Il y a quand même surtout des blancs, quelques hispaniques, quelques autres origines. Il y a une grande majorité de protestants, mais aussi de catholiques qui sont complètement Mmh. surreprésentés par rapport à leur poids dans la population. Et il a beaucoup mélangé, il y a énormément de gens qui ont des backgrounds de dérégulation, totale. Il a, donc, par exemple, un secrétaire à l'environnement, qui effectivement a toute sa vie, été pour défaire toutes les régulations de l'environnement. Il a des personnes, viennent de l'industrie, du pétrole, du gaz, sur des régulations financières aussi. Il a beaucoup de gens qui viennent, de la finance et qui sont, pro, crypto-monnaie et cetera. Le bitcoin a fait un un bond Mmh. quand il a annoncé, voilà, on voit qu'il y a beaucoup de gens, qui sont, des figures médiatiques, beaucoup de gens qui viennent, bah, de grandes familles, milliardaires ou, voilà donc, et pas mal aussi de gens de la famille immédiate en fait de Trump, voilà, mais on voit aussi qu'il a quand même mélangé un petit peu des personnalités qui sont très, pro, comment dire? Pro-système, voire, néo-conservateurs, en tout cas en politique étrangère, que ça soit sa représentante, à l'ONU, Mmh
qui est extrêmement pro-Israël, son ministre, enfin l'équivalent du secrétaire d'État Marco Rubio, qui a fait voter une loi pour empêcher les États-Unis de se retirer de l'OTAN, et cetera. Et puis à côté de ça, il a, des personnes avec, des backgrounds très opposés comme, Tulsi Gabbard, qui va s'occuper de tout ce qui est, renseignement, Robert Kennedy Jr. qui est, à la santé, il a pris une personne pour le travail, qui a un background extrêmement pro-syndicat. Voilà, donc effectivement, on se demande un petit peu qu'est-ce qui va ressortir de tout ça? Heu, qu'est-ce que vous en Ah, pensez? j'en sais rien. Je note avec intérêt la réapparition des protestants, puisque un jour je m'étais amusé, j'ai eu l'honneur et l'avantage de passer 3 heures à tchatcher avec Peter Thiel, qui est censé être une des armes maléfiques. Il y a son bras droit qui est également, numéro 2 à la santé, voilà, Le bras droit de qui? de Peter Thiel. Voilà, et Voilà, donc il y a plusieurs pontes de la Silicon Valley. alors je suis un peu décalé par rapport à la presse de Thiel, et je ne le connais pas bien du tout, j'ai juste parlé 2 fois longuement avec lui, et donc j'ai pas vu du tout le personnage maléfique. J'ai vu un Américain très marrant et très rigolo, assez ouvert, bon, et mais on avait fait le comptage de l'absence de protestants dans le gouvernement Biden. Donc je vois avec intérêt que les protestants réapparaissent dans le truc, mais que ça Oui, je crois reste qu'il a même 1 ou 2 pasteurs, un ou deux pasteurs, très très bien. Mais ce qu'on appelle protestant maintenant, c'est juste plus des vrais, quoi. C'est l'évangélisme américain, c'est le Dieu sympa, copain, qui gratifie. C'est pas le Dieu de la Bible qui punit sévèrement. Enfin, bon, voilà, c'est pas des. Bon, c'est pas. Bon, enfin, bon, c'est anecdotique. Moi, les histoires de dérégulation, je pense qu'au stade actuel, ça va être des. Si c'est appliqué, ça va faire partie des choses qui accélèrent la Mmh. désintégration interne Ça des risque pas de États-Unis. voir vraiment Mais je pense, je pense de l'oligarchie, en fait, qui va reprendre, plutocratie plutôt. oui. Parce que oligarchie, déjà, une oligarchie n'est pas forcément mauvaise. Enfin, on peut avoir Oui, des non, 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 oligarchies vraiment de la responsables. plutocratie, en fait. Hein? D'ailleurs, Ouais. il a beaucoup de secrétaires qui sont ses grands donateurs, en fait, Voilà, et donc, a priori, mais je crois qu'il y a une dynamique systémique qui va échapper à Trump, et les gens qui vont sortir, c'est les gens vont être, ceux qui vont sortir devront être déterminés par les circonstances. Et les circonstances, ça va être l'humiliation nationale. mmh Donc, il va y avoir une sorte de. Donc, il y a des petits ruisseaux qui partent dans tous les sens, mais il y a un moment donné où l'ensemble des réactions, donc logiquement, c'est des crispations nationales qui vont dire qui est gagnant dans tout ce truc. Mais peut-être ça va être comme ça partout. Il m'arrive d'espérer que ça va être comme ça en France. C'est-à-dire que, bon là, c'est vrai que voilà, la question nationale est vraiment la question de l'Amérique. C'est que, et je crois qu'on oppose trop les gens là-bas. C'est-à-dire, parce qu'il y a un système d'alternance, mais pour le protectionnisme, maintenant, c'est une tendance lourde de l'Amérique. L'incapacité des États-Unis à profiter de ce protectionnisme est une tendance lourde. La défense du dollar, elle est commune à tous. mh. Honnêtement, perdre le contrôle de l'Europe pour les États-Unis, bon, c'est bien, ça serait bien d'occuper le Groenland, mais ça ne va pas remplacer le contrôle sur l'industrie allemande. Hein. Ouais. Je veux dire, les 60 000 Groenlandais, c'est quand même moins bien de les dominer que 82 ou 83 millions d'Allemands Est-ce que en c'est termes impérial. est-ce que c'est pas pour, sécuriser des routes, Oui, c'est ce qu'on dit, routes c'est ce vers qu'on le pôle dit. Nord et des Oui, c'est ce qu'on ressources aussi, dit. il y a beaucoup de Oui, mais oui, des ressources, mais en fait, tout ça, l'Amérique le contrôle déjà. Donc, en fait, ce qui est vraiment frappant dans toutes ces annonces américaines, c'est pas tellement ce qu'elles consistent, puisqu'ils dominent le Danemark, ils dominent le Canada, et sans doute le Panama, ils pourraient le dominer, ou ils le dominent déjà sans problème. C'est plutôt la volonté d'humilier, en fait. ouais, C'est là qu'on sent le déclin américain. Il ouais. est dans la volonté d'humilier des faibles. Mais donc en fait,
il va y avoir une sorte d'aimant qui va attirer vers le système, dans le sens de réaction au déclin, à l'humiliation nationale. Donc je ne sais pas qui va gagner, et puis, mais quand même, avec cette... Donc je ne vois pas du tout les États-Unis se retirer de leur empire, puisqu'ils sont complètement maintenant Qui dépendants vont de la production de accentuer l'Europe leur, et de l'Asie orientale. Donc en fait, mais là, ils sont pris dans un truc qui n'est pas complètement logique. C'est d'un côté, ils dépendent, il y a qu'à regarder leur déficit commercial, de la production de l'Europe, mais d'un autre, ils sont énervés, ils sont jaloux, ils voudraient la détruire. mmh C'est, c'est, non, mais il y a des moments dans l'histoire, il faut accepter l'idée que les acteurs ne sont pas complètement rationnels. La Deuxième Guerre mondiale nous a indiqué que des pays, intellectuellement et moralement, pouvaient partir en vrille. Et donc, il y a, pour les États-Unis, il y a ça. C'est-à-dire, bon, alors l'Europe, quoi faire? Alors, empêcher le rapprochement de l'Allemagne et de la Russie, ça, c'est un objectif à peu près rationnel. Ouais. Mais est-ce que détruire l'économie allemande, c'est vraiment raisonnable quand on connaît la dépendance des États-Unis à la production allemande? C'est très bizarre. Mmh. On lançait Taïwan dans une guerre avec la Chine, ou le Japon dans une guerre avec la Chine. Bon, peut-être ça fait du bien nerveusement, mais compte tenu du niveau de dépendance de l'Amérique à la production électronique de ces pays, est-ce bien raisonnable? Donc et honnêtement, Et au Moyen-Orient, qu'est-ce que vous pensez que ah parce ben, que Trump avait reconnu, la capitale, à bah, Jérusalem, on ne je sais sait plus pas. quoi. C'est-à-dire, si on regarde le passé, mais là aussi, c'est un domaine où il n'y a pas de vraie différence. C'est-à-dire, la différence sera dans les effets d'annonce. C'est-à-dire, Trump était beaucoup plus associé à des prises de position pro-israéliennes Oui, il semble continuer dans cette voie, aggravées, puisqu'il continue dans cette voie. Mais en vérité, la politique de Biden, après le 7 octobre, n'a pas du tout été différente. Non, oui, c'est vrai Je veux que dire, en fait, être pro-israélien, c'est un sujet sur lequel je commence à peine à travailler, hein, puisque j'ai longtemps refusé de travailler sur Israël, ça me faisait trop de peine, sans doute, et ça m'en fait maintenant que je travaille. Euh, c'est juste, depuis 1967, hein, c'est la guerre des 6 jours, parce qu'avant, les Américains n'étaient pas trop engagés du côté d'Israël, et les Juifs américains d'ailleurs non plus, d'ailleurs. C'est pas des... Ils ont été extrêmement courageux, les Juifs américains. C'est la supériorité militaire israélienne qui a attiré l'attention des États-Unis, mais c'est un trait commun. Je ne suis pas complètement certain, j'ai juste regardé ça hier, mais peut-être qu'être pro-israélien, ça fait partie des musts de la politique américaine. Et sans faire de mauvais jeu de mots, ce must semble s'être appliqué à Musk, qui, si j'ai bien compris, sans garantie, breveté SGDG, sans garantie du gouvernement, euh, avait au départ dit quelques trucs sympas pour les Gazaouis, mais s'est vite rétracté ouais. et assuré de sa solidarité avec Israël. Donc ça fait partie des... Mais c'est parce que, en fait, quand on commence à rentrer dans l'histoire, les histoires d'Israël dérivant vers l'extrême droite sont très en interaction avec la dérive de droite, ou d'extrême droite d'ailleurs, de la politique américaine. Ces deux communautés juives, les deux font 7 millions de personnes, et 15% des colons de Cisjordanie sont américains. Donc et puis j'ai cru comprendre, là on retombe sur la question des faiblesses technologiques américaines, que Oui, ils sont dépendants aussi peut-être, en termes quantitatifs, pour les bombes pas trop compliquées, les Américains assurent. Donc en fait, les Américains sont co-participants au génocide de Gaza. Ça y est, c'est la première fois que j'emploie le mot en public. Depuis que j'ai lu, j'accepte le concept de génocide, puisque les tentatives les bombardements d'hôpitaux, d'écoles, tentatives d'affamer la population, c'est à peu près le comportement de la Wehrmacht en Russie,
dès le début de l'opération Barberousse, donc c'est pas la peine. Mais les Américains sont tout à fait impliqués là-dedans. Sans eux, euh, ça serait juste pas possible. Mais donc pour la masse des bombes, c'est l'Amérique. Mais en ce qui concerne les technologies avancées de surveillance ou de techniques de missiles antiaériens, etc., euh, les systèmes américains et israéliens sont tellement imbriqués qu'il y a une dépendance des États-Unis vis-à-vis d'Israël. Comme il y a une dépendance, on retombe sur cette question d'un reflux vers les frontières de l'Empire, euh, de l'efficacité industrielle et économique ou technologique. C'est vraiment impressionnant, en fait. C'est vraiment impressionnant. Ouais. Quand même. Donc, je, je, encore une fois, moi, j'ai l'impression qu'il y a une logique des choses qui va absorber Trump. Absorber Trump, cette fois-ci, comme là, on dit qu'il arrive. J'ai le sentiment, quand je dis ça, que je suis en train de faire l'une de mes grandes erreurs de prédiction et nous sommes en train de vivre l'effondrement potentiel de ma réputation de prophète certifié. Mais j'aurais tendance à penser que là, on dit de Trump, là, il a toutes les chambres à sa main, la Cour suprême, etc. Mais il va pouvoir faire ce qu'il veut. Mais en fait, ça va être pareil, il ne pourra toujours pas faire ce qu'il veut, parce qu'il y a une dynamique systémique, l'échelle du système américain, des dépendances américaines, de la militarisation même de l'économie américaine, ça sera trop fort. On peut pas, si l'Amérique se retire d'Europe, elle est juste foutue. En fait, il ne reste rien. Parce qu'en Amérique même, c'est un pays rentier, l'Amérique. Ils ont 3 rentes. Hein? Donc, être rentier, ça veut dire pas travailler très dur. Hein. Donc, il y a 3 rentes. Il y a le dollar, la production de la monnaie, mais qui suppose une prééminence militaire. C'est menacé, même si actuellement le dollar est très fort. Il y a le pétrole et le gaz. Ça sort assez facilement. De plus en plus de place dans voilà. l'économie américaine. Et puis, il y a la langue anglaise. Ah oui. Qui est un bien international, dont on ne se rend pas compte que ça fait partie des richesses de l'Amérique. Ils ont la langue du monde. Et maintenant, d'un autre côté, tout le monde la parle. Donc, c'est en train de leur échapper. Les Russes, ils publient leur revue internationale en anglais. C'est la langue de tout le monde. Et pour moi, c'est tout ça qui les empêche de se secouer. Vraiment... je n'étais pas pessimiste quand j'avais un espoir quand Trump a été élu la première fois, mais là vraiment, c'est différent. Quand il a été élu la dernière fois, l'Amérique n'était pas un pays vaincu. Là, il arrive à la tête d'un pays vaincu. Ouais. C'est quand même, c'est du neuf. Et ce qui existe, c'est la défaite, c'est pas Trump. Ouais. Et en Europe, donc, ça va être l'Allemagne qui va être vraiment le nœud, à votre avis? C'est-à-dire, s'ils arrivent, la grande question, c'est... alors, je dis, ils sont vaincus s'ils acceptent la défaite. Mais si... donc, soit ils acceptent la défaite, soit ils font au fond ce que demande un type comme Kagan, là, un néoconservateur cinglé. Cinglé selon mes critères, lui pense tout à fait qu'il est normal. C'est son droit. Il relance. Mais relancer, ça suppose de lancer les Alliés dans une confrontation encore plus violente avec la Russie. Et en l'occurrence, pour moi, c'est mobiliser l'industrie allemande. Et est-ce que Trump ne peut pas se coucher, en fait, et laisser beaucoup de territoires ça, c'est pas lui qui décidera. C'est pas lui qui décidera. C'est pas lui. Mais s'ils arrivent à... Alors, quand même, je trouve que on sous-estime les Allemands. Moi, je trouve qu'ils ont fait vraiment un truc génial. C'est un pays occupé. L'Allemagne est un pays occupé, maintenant on le sait. Bon, certes, il y a un risque que les CDU, CSU arrivent au pouvoir
avec un leader qui est beaucoup plus pro-guerre et Ah qui oui, commence oui, oui, c'est vrai. à livrer des missiles taurus, ce qu'ils ont toujours refusé de faire. Mais quand même, ils ont liquidé leur armée. Donc maintenant, le discours commun, c'est de dire, mais quelle imprudence, laisser pourrir la Bundeswehr, etc. Moi, je trouve que c'est un acte géopolitique génial de la part de l'Allemagne. Parce qu'on ne peut pas les entraîner dans la Mais guerre. pour ne pas se faire instrumentaliser, en fait. Voilà. Ouais. Ah non, on n'a plus d'armée. Ouais, c'est On n'a vrai. plus d'armée. Et comme il n'y a pas de menace russe, comme les Russes n'ont aucune intention d'attaquer l'Allemagne, ça n'a pas été pris comme c'est pas une décision qui a été prise, mais je sais pas, il faudrait parler en termes hegéliens de marche de l'esprit dans l'histoire. C'était un coup de génie quand même. Parce que c'est pas la Pologne qui va. Les Polonais, mais tout ça, je pense, j'arrive pas à croire qu'ils oseront provoquer les Russes. Ouais. Ok, bah on fera une prochaine émission en février sur l'Allemagne. C'est ça. Il y a des élections qui arrivent c'est le pays. le 23 février prochain. L'Allemagne est de fait le pays qui a dominé l'Europe. Cette domination européenne menant à un rapprochement avec la Russie, qui était la tendance en fait allemande, c'était la grande menace pour les États-Unis. Ça le reste. Ouais. Moi, je pense que si ça ne dérape pas dans des échanges thermonucléaires, parce que les Russes n'ont pas assez d'hommes, la Russie n'a que 144 millions d'habitants quand même. Et ben, ça se terminera par des retrouvailles entre Russes et Allemands. C'est pas une mauvaise chose. C'est quand même la paix, c'est quand même. Moi, je réfléchissais à comment dire. On vit dans un monde mental très fait par l'Amérique et qui a été merveilleux. Moi, quand j'étais jeune, je me prenais pour Bob Dylan. Donc, vous voyez, donc quand même, et tous les autres. Et c'est impossible de ne pas aimer ce pays-là. Et ça fend le cœur de voir Hollywood flamber. Oui, littéralement. Ma mère a fait ses études secondaires à la Hollywood High School, réfugiée pendant la guerre, donc ça fait de la peine. Mais, et donc, c'est une forme de culture. Mais là, je pense que ce que les Américains ont mis dans nos têtes ces dernières décennies, c'est que la guerre était naturelle et inéluctable. Comme l'Amérique est un pays qui est devenu le pays des guerres sans fin, le pays de la guerre, ils nous font croire que la paix est difficile et que si les Russes gagnent, ça sera encore plus de guerre, etc. Et c'est juste pas vrai. Donc on a des populations âgées, les Russes sont pas nombreux. La dernière chose qu'ils veulent, c'est retrouver les Polonais. Ils ont été tellement contents d'être débarrassés d'eux après la chute du mur. Et donc, en fait, c'est le paradoxe, c'est que la paix est facile, en fait. La paix est facile. Et à cause de l'Amérique, on vit dans l'idée que la guerre est nécessaire et inéluctable. Espérons qu'elle s'arrête. Merci Emmanuel Todd. Merci à vous. Merci de m'avoir donné le temps de m'exprimer aussi longtemps, un peu dans tous les sens. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Voilà.